Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous la dédions à un sujet que tout investisseur a dû aborder un jour, la récupération de l'historique des cours boursiers et la façon de mettre en place un retraitement des données. Que vous soyez un vieux briscard de la finance, à Finance et Stratégie, ou un jeune novice curieux d'étudier le comportement des marchés, cette quête d'information est souvent un passage obligé. Et devinez quoi? La plupart du temps, elles sont gratuites. Et je vais vous guider à travers quelques-unes de ces ressources en ligne. Nous irons visiter les sites web utiles pour télécharger librement l'historique des cours. Et au détour de quelques astuces, nous verrons comment les rendre facilement exploitables, dans un tableur Excel ou via un logiciel d'analyse statistique et de modèles économétriques comme eViews. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et soutenez-nous dans notre démarche de démocratiser l'accès aux connaissances financières. Sans plus tarder, commençons. Dans le monde de l'investissement et de la finance, l'accès à l'historique des cours boursiers permet d'analyser les tendances passées, développer des stratégies d'investissement et comprendre les réactions des marchés lorsqu'interviennent différents événements. C'est donc une fenêtre sur le passé pour peut-être, à force d'études et d'analyses, anticiper les mouvements futurs. L'étude d'un historique boursier permet aussi de mieux mesurer les risques potentiels d'un actif, par exemple à travers sa volatilité historique. Concrètement, l'historique des cours boursiers est comme une carte du passé. En étudiant ces données, nous savons mieux où nous mettons les pieds, comme détecter les traces de cycles de tendance, car, un peu comme les saisons, la bourse a ses cycles. En regardant comment les prix des actions évoluent au fil des années, nous pouvons repérer des schémas récurrents, ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des motifs qui se répètent. Par exemple, certaines actions peuvent montrer une tendance à augmenter à des moments précis, puis à diminuer à d'autres moments précis. Ces patterns sont comme des indices de ce qui pourrait se reproduire à l'avenir. Analyser un historique peut aussi permettre de mesurer la performance de nos investissements. C'est un peu comme notre score par rapport à celui des autres joueurs. On peut comparer notre performance par rapport à l'ensemble du marché. Si notre portefeuille a mieux ou moins bien performé que l'indice boursier en général, par exemple, cela nous donne une idée de l'efficacité de nos choix d'investissement. Nous pouvons également tester nos idées avant de mettre en pratique ce qu'on appelle backtester, c'est-à-dire tester nos stratégies avec des simulations. Et pour simuler, il nous faut des données historiques. Bien entendu, elles ne valident notre stratégie que dans le passé, mais cela nous aide à voir si notre idée aurait été rentable ou si elle nous aurait fait perdre de l'argent. Enfin, récupérer un historique boursier peut être utile pour modéliser les données, c'est-à-dire créer des modèles susceptibles d'anticiper les mouvements futurs. Un peu comme un météorologue qui prédit la pluie. En analysant de grandes quantités de données historiques, on peut construire des modèles informatiques, notamment via des logiciels de données statistiques ou de modèles économétriques par exemple. Maintenant que nous avons compris l'importance d'étudier les historiques de cours boursiers, passons tout de suite à la pratique. La question est, où trouver ces données librement et gratuitement? Il existe de nombreuses sources gratuites, et parmi les meilleurs sites généralistes, nous en verrons deux, particulièrement complets et simples d'accès. Alors tout d'abord, avec le site Yahoo Finance, qui est probablement un des plus simples à utiliser, facile d'accès, sans création de compte, avec un choix large d'actifs et une longueur de données correcte. La plateforme est très simple à utiliser, même pour les utilisateurs débutants. Il suffit d'aller sur le site de Yahoo Finance, de choisir un actif, par exemple cliquons sur le CAC 40, puis sur Données historiques. On peut choisir non seulement les cours, mais également d'autres données, comme les dividendes. On peut également choisir la plage des dates. L'avantage de Yahoo est que la profondeur de données est quand même relativement correcte. Ici, on peut remonter sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc, en cliquant tout simplement sur le bouton Max, nous avons la page la plus ancienne qui peut nous être proposée. Ici, 34 ans de données pour le CAC 40. On peut aussi choisir la fréquence, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Donc nous, on va choisir mensuel, appliquer, puis télécharger.
Alors c'est un fichier SSV1. C'est un format que vous avez certainement l'habitude, que vous rencontrez souvent quand vous téléchargez des données. Il contient un texte sous forme de données tabulaires, où chaque ligne correspond à une ligne dans le tableau, et les valeurs de chaque colonne sont séparées par des virgules. Pour avoir un affichage classique dans votre tableur, il va tout simplement suffire de lui faire comprendre que ces virgules sont des colonnes. Alors j'ai un Excel qui n'est pas récent, mais la manipulation est proche sur tous les tableurs. On sélectionne simplement la première colonne, puis Données, Convertir. On laisse le paramètre par défaut, puis on choisit bien virgule, et notre tableau apparaît. On peut rencontrer également un deuxième problème pour étudier nos données. Vous voyez que les décimales sont affichées avec des points, et non pas avec une virgule. Et ça, Excel n'aime pas forcément si vous voulez faire un graphique. Oui, par exemple, si je veux tracer une courbe en utilisant les données telles quelles, eh bien cela pose problème. Donc il suffit tout simplement de changer les points par des virgules. Un simple CTRL F, remplacer, donc on va noter les points, par une virgule. Et là, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Le graphique s'affiche. Nous avons maintenant des données prêtes à être utilisées. Yahoo Finance est simple et gratuit, mais l'utilisation du moteur de recherche n'est pas toujours intuitive si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un ticker. En effet, si nous recherchons l'historique d'une action précise, disons par exemple le titre LVMH, et que nous tapons simplement le mot LVMH dans le moteur de recherche, nous allons nous retrouver face à 6 symboles. Un novice ne saura pas forcément comment retrouver l'actif qui l'intéresse. Et si vous ne choisissez pas le bon, vous n'aurez pas accès au cours que vous voulez. Pour ne pas se tromper, il est nécessaire de s'intéresser à la notion de code mnémonique et à celui de code ISIN. Je vais mettre entre parenthèses quelques instants notre recherche d'historique boursier, car cette notion est importante. Quand on repère un historique, encore faut-il être sûr de télécharger les bons cours. Mnémonique, ISIN, c'est quoi ce charabia? Eh bien, il faut savoir qu'il existe plusieurs façons de rechercher un titre en bourse. En tapant simplement son nom, mais nous venons d'essayer et nous sommes face à un choix cornélien. En recherchant le code ISIN, c'est une classification internationale unique et standardisée. Unique car avec ses 12 caractères, elle identifie une entreprise, quelle que soit la bourse où elle est cotée. Et en cherchant le ticker, ou code mnémonique, les deux notions sont très proches, qui est désigné par un code alphanumérique, ici des lettres. Le ticker de LVMH est MC. Ce ticker identifie l'entreprise LVMH, mais sur un marché boursier spécifique, la Bourse de Paris. Il peut donc être différent pour la même entreprise, cotée sur différents marchés. Par exemple ici, on a LVMH, coté sur la Bourse de Francfort. Le mieux est donc de connaître le bon ticker pour savoir quel titre vous souhaitez exactement. Si vous ne connaissez pas le bon ticker, le plus simple est de taper le code ISIN. Vous ne pourrez jamais vous tromper car il est lié à une entreprise et non pas à un titre. Vous pouvez le chercher tout simplement dans un moteur de recherche standard. Si on tape ISIN plus le nom de l'entreprise et qu'on le colle dans Yahoo Finance, on arrive sur le titre LVMH. Vérifiez s'il est bien coté sur la bourse qui vous intéresse, ici la Bourse de Paris. Attention toutefois si vous recherchez une entreprise cotée sur une bourse spécifique, choisissez bien le ticker correspondant. Nous verrons cela tout à l'heure avec un exemple. Sachez également que les marchés boursiers européens et américains ont des exigences réglementaires différentes pour l'identification des actions. En Europe, l'ISIN est l'identifiant officiel des actions, tandis qu'aux États-Unis, le ticker est l'identifiant le plus couramment utilisé. Un autre site intéressant pour récupérer des données est le site investing.com. Il propose du contenu important et gratuit. Son moteur de recherche est assez intuitif. Il suffit de taper directement le nom du titre recherché. Cependant, il est toujours recommandé de vérifier le ticker ou le code ISIN pour éviter toute confusion. Petite précision sur Investing. Vous ne trouverez pas forcément les deux. Le code ISIN apparaît dans General Profile
et le ticker apparaît généralement dans leur tête. Un site pratique pour résumer cette distinction entre ticker et code ISIN est celui du courtier Bourse Direct. Son moteur de recherche est bien conçu. Par exemple, en tapant LVMH, le ticker apparaît immédiatement à gauche et le code ISIN au milieu. Si nous reprenons notre schéma de tout à l'heure, par exemple, en cherchant le titre Apple, il existe plusieurs entreprises portant ce nom. Le célèbre Apple qui conçoit nos téléphones et ordinateurs, et Apple qui est une société de placement immobilière aussi appelée Apple Hospitality. Le nom n'est donc pas forcément unique. Le code ISIN, lui, désigne une entreprise unique. Apple a le code ISIN se terminant par 1005. Et Apple Hospitality, le code ISIN se terminant par Y2000. Imaginons maintenant que je veux investir dans l'entreprise Shell cotée à Londres. En tapant simplement Shell, nous avons deux propositions. Mais nous pouvons identifier immédiatement qu'il s'agit bien de la même entreprise, car maintenant nous connaissons le code ISIN. Les deux ont le même, se terminant par XD84. Cependant, elles ont des tickers différents. Shell avec 2 L pour la bourse d'Amsterdam et Shell avec un seul L pour la bourse de Londres. Le ticker distingue donc la bourse sur laquelle le titre est coté. Coté à Amsterdam, le titre Shell possède le ticker avec 2 L et coté à Londres, le titre Shell possède le ticker avec un seul L. Attention à ne pas confondre également bourse et indice. Apple est coté à la bourse américaine Nasdaq et a pour ticker AAPL, mais fait partie de plusieurs indices, comme le S&P 500, le Nasdaq 100, le Nasdaq Composite ou encore le MSCI World Index. Que ce soit dans n'importe lequel de ces indices, son ticker restera toujours le même, car il s'agit d'un indice, et non pas d'une bourse sur laquelle il est coté. Je cherche maintenant mon historique sur le site Investing, le titre Shell coté à la bourse de Londres. Nous pouvons vérifier que le ticker est correct, correspondant bien aux cotations du titre de la bourse de Londres. Nous retrouvons également le code ISIN. Sur Investing, l'historique des cours boursiers est accessible en cliquant sur Historical Data. Comme tout à l'heure, sur Yahoo, nous pouvons choisir une fréquence et une durée. Investing limite le téléchargement non pas en termes de longueur de temps, mais en termes de nombre de données. Vous aurez par exemple plus de durée en fréquence journalière qu'en fréquence mensuelle. Et c'est normal, car la bourse est ouverte environ 252 jours dans l'année. Donc en journalier, vous avez environ 252 divisé par 12 mois, soit 21 fois plus de données à télécharger. Choisissons une fréquence mensuelle par exemple, avec une période lointaine comme 1980 à nos jours. Je constate que Investing possède des données jusqu'en 1985. Maintenant, si je télécharge toutes ces données, mais en fréquence journalière, que va-t-il se passer? Eh bien, il va s'arrêter un petit peu plus tôt, car nous avons atteint le nombre maximal de données. Pour récupérer les 20 ans restants, il suffit simplement de resélectionner une plage sur la partie manquante, ici du 30 septembre 2004 jusqu'à aujourd'hui. Et nous pouvons télécharger la suite des données. Il nous suffira ensuite de les regrouper dans un même fichier. D'autres sites web peuvent être utiles pour récupérer l'historique des cours boursiers. On peut citer notamment ABC Bourse. Il offre un large choix d'actions françaises et internationales. Il suffit de chercher une action dans le moteur de recherche, historique. On peut choisir une fréquence, des données journalières jusqu'à annuelles. Si je choisis annuel, vous voyez, il y a quand même 20 ans de données. Par contre, si je choisis en journalier, l'historique est limité à 6 mois par tranche de téléchargement. Vous pouvez donc récupérer la quantité de données souhaitée en journalier, mais il faudra répéter l'opération
à chaque tranche de 6 mois, puis rassembler ensuite toutes vos données. Un autre site généraliste est celui de Boursorama, la banque en ligne de la Société Générale. Le moteur de recherche, par nom, est intuitif. Petite particularité ici, si nous choisissons historique, nous allons bien accéder à l'historique, mais seulement sur 3 ans en données journalières ou en hebdo. Par contre, petite astuce, si nous allons plutôt directement sur le graphique des cours. Nous pouvons choisir un affichage sur 10 ans. Et à côté, regardez, il y a un petit icône de téléchargement. Il suffit de cliquer dessus pour récupérer toutes les données journalières du titre depuis 10 ans. C'est un fichier texte, mais on peut ensuite aisément l'ouvrir dans un tableur. Enfin, comment ne pas parler de Google Finance? C'est un outil très complet. Il permet de réaliser une myriade de choses, non seulement récupérer des historiques, mais également les états financiers d'une entreprise, ou encore réaliser un suivi de portefeuille. Par contre, son fonctionnement est un peu particulier, nécessitant l'utilisation de Google Sheets. Il méritera une vidéo entièrement dédiée. Pour être tout à fait complet, sachez que pour des données, on va dire plus spécifiques, comme les données intraday, il est souvent nécessaire de recourir à des ressources spécialisées, généralement payantes malheureusement. On peut citer le site Quandl, il contient des données gratuites, mais les plus spécifiques sont souvent payantes, donc regardez bien. Vous y trouverez des données historiques sur les actions, les ETF, les indices, les obligations, les devises, les matières premières, des données économiques et sociales également, ou encore des données sectorielles et spécifiques à une entreprise. À savoir que le site a été racheté par la société Nasdaq. On peut tout de même citer un site que j'aime bien, le site du courtier suisse Dukascopy, basé à Genève, qui propose des téléchargements de données variées en intraday 1. On peut trouver du tick, de la seconde, de la minute, de l'heure. C'est simple d'utilisation et surtout, c'est gratuit. Il faut simplement s'inscrire avant pour pouvoir accéder au téléchargement. Je vous invite également à vous renseigner auprès de votre courtier, si vous êtes déjà client, pour connaître les options de téléchargement d'historique qu'il propose. Certains courtiers offrent ce service à leurs clients. Je sais aussi que TradingView propose cette fonctionnalité à tous ses utilisateurs plus et premium. Vous pouvez aussi simplement essayer la version d'essai, elle est gratuite pendant 30 jours. Sinon, il est possible d'accéder gratuitement aux données historiques via les sources officielles, non seulement des cours boursiers, mais aussi des informations économiques, comme le taux d'inflation, les chiffres du chômage ou les taux d'intérêt. Donc voici un tableau non exhaustif. Euronext est la plus grande bourse d'Europe. Elle a fusionné les principales bourses européennes comme la bourse de Paris, d'Amsterdam ou de Bruxelles. Je suis toutefois assez déçu par le support Euronext, car seules les données des 2 dernières années sont accessibles, alors que c'est quand même leur boulot de s'occuper des cotations. La bourse de Francfort, pour ceux qui traitent le DAX, ça peut être sympa. Pour le marché technologique américain, vous avez le site Nasdaq. Pour les données plus spécifiques, on peut citer le IA. Pour tout ce qui est lié au secteur de l'énergie, comme le pétrole. Pour ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies, des données sont accessibles sur le site Crypto Data Download. Eurostat, qui fournit gratuitement tout un tas de statistiques variées. Le Bureau of Labor Statistics, qui fait partie du département du travail des États-Unis et qui est chargé de publier les chiffres officiels de l'inflation chaque mois, le CPI, généralement le 2e vendredi du mois, ainsi que les chiffres du taux de chômage ou encore les NFP. Le Bureau of Economic Analysis, pour les chiffres du PIB, qui est publié chaque trimestre. Enfin, les données fournies par les banques centrales, principalement tout ce qui va concerner la politique monétaire. Parmi les principales, on peut citer la BCE,
avec des chiffres sur l'inflation, le PIB, mais surtout le chiffre officiel et tout scruté des taux d'intérêt. La Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, ou encore la Federal Reserve, la Fed, principalement pour sa politique de taux d'intérêt, mais aussi pour ses rapports suivis par le marché comme le Beige Book ou le Green Book. Alors on peut par exemple les utiliser pour croiser des données dans Excel et mesurer l'impact d'événements économiques sur les marchés financiers. Les taux directeurs permettent aux banques centrales de réguler l'économie. Lorsque ces taux sont bas, cela encourage généralement l'emprunt et les investissements. L'activité économique est donc stimulée. Cela profite aux entreprises cotées, car investir en actions est plus attractif par rapport au placement à revenus fixes. À l'inverse, les taux directeurs élevés peuvent freiner l'emprunt et les dépenses. Cela est utile pour contrôler l'inflation, mais cela peut aussi ralentir la croissance économique, et donc la croissance des entreprises cotées en bourse. Traditionnellement, on pense donc qu'une hausse des taux est un mauvais signe pour les marchés financiers. Nous allons tester cette hypothèse et voir si c'est le cas. Le but est de croiser les données historiques des taux de la Fed avec un indice boursier large comme le S&P 500. Cet indice est représentatif du marché américain et nous permettra de voir s'il existe une corrélation entre les taux d'intérêt et la performance du marché. Je profiterai de ce postulat pour vous montrer des astuces sur Excel. Les données que nous importons ne sont pas toujours directement exploitables. Les réorganiser manuellement peut être chronophage, surtout avec de grandes quantités de données. Première étape, téléchargeons les taux sur le site de la Fed. Nous avons vu tout à l'heure comment convertir les données en tableau. Nous avons également besoin de changer le point par la virgule. Puis téléchargeons l'historique des cours du S&P, disons en mensuel. Nous convertissons au tableau. Remplaçons le point par une virgule. Mais les données brutes ont un autre problème pour être traitées par Excel. Vous voyez, les milliers sont séparés par une virgule, ce qui pour les nombres décimaux nous donne un chiffre avec deux virgules. Et Excel n'aime pas. Il existe un paramétrage dans les options avancées, séparateur de milliers. Ce paramétrage fonctionne si le problème vient du tableur, mais il ne fonctionnera pas si le problème provient de données importées, ce qui est notre cas. Nous allons simplement utiliser cette formule pour supprimer la virgule des milliers. Puis étendre la formule et copier les nouvelles valeurs. Enfin, nous trions par ordre croissant et nous pouvons visualiser l'évolution du S&P depuis 2008. Ici, nous avons choisi une fréquence mensuelle. Car pour notre exemple, imaginons qu'on dispose seulement d'une base de données mensuelle. Cela peut arriver quand vous récupérez de données historiques sur Internet. Vous n'avez pas toujours le choix de la fréquence. Les données de la Fed étant journaliers, nous allons donc les convertir en données mensuelles, pour pouvoir les comparer. D'un côté, 5626 lignes en journalier, de l'autre, 186 lignes en mensuel. Nous pourrions faire une moyenne mensuelle des taux, mais nous voulons aller au plus simple, et optons pour l'affichage d'une seule date de données par mois. Nous pourrions tout simplement utiliser la fonction tri et cocher un jour par mois. Nous aurions alors le résultat souhaité, mais au vu de la quantité de données à traiter, que de temps passé. Eh bien, voici comment transformer les données journalières en données mensuelles en quelques secondes. Collez cette fonction dans votre tableur. Étendre la copie à toutes les cellules
puis filtrer vrai. Et nous avons désormais une seule date par mois et nos 186 lignes. Nous venons de récupérer une base de données sur une période de 16 ans, ce qui est un peu juste pour étudier la politique des taux dans un contexte qui a été très accommodant entre 2011 et 2021. Pour la suite, je vais plutôt utiliser des données sur une période de 42 ans, que j'ai sur mon ordi. Mais le principe restera le même. Alors voici les nouvelles données que j'ai réunies dans un même fichier. Avec ces nouvelles données, on va être confronté à un nouveau problème qui va nous obliger à réorganiser ce tableau. Nous avons à droite la valeur des taux d'intérêt. Elles ont des dates précises. Elles ne sont pas aléatoires, elles correspondent aux dates des annonces officielles du FOMC. Il y en a 278. Les cours boursiers, eux, évoluent en permanence et ne correspondent pas nécessairement aux dates des annonces. Cela peut vous arriver quand vous voulez comparer des statistiques publiées à date périodique avec des données continues, comme les cours boursiers. Moi, je veux croiser ces données avec celles du S&P 500. Ici, elles sont téléchargées en journalier. Elles apparaissent dans le tableau de gauche. Il y a 10 436 jours de cotation. Je souhaite comparer deux courbes à des dates identiques. Nous avons donc deux solutions. La première consiste à filtrer uniquement les cours de cotation à la date du FOMC, pour que les dates coïncident. Nous allons donc éliminer toutes les dates de cotation qui ne correspondent pas à une date de taux. Pour cela, il suffit simplement de coller cette fonction, puis de l'étendre aux autres cellules. Vous voyez, dans la deuxième cellule apparaît la date de cotation du 7 octobre 82. La seconde solution consiste à faire l'inverse, c'est-à-dire à avoir une date de taux correspondante pour chaque jour de cotation. La manipulation a l'avantage de prendre en compte tous les jours de cotation. Collons simplement cette fonction. Il suffit ensuite de l'étendre à toutes les cellules. Et maintenant, à chaque date de cotation correspond une date de taux. Grâce à ces astuces, et malgré la dizaine de milliers de cotations, nous avons pu réorganiser facilement et rapidement nos données. Nous pouvons comparer la courbe du S&P avec la courbe des taux sur une période de 42 ans. Maintenant, créons un graphique. Nous avons deux courbes avec des échelles très différentes. Et c'est normal puisque le S&P cote en milliers et les taux sont à un ou deux chiffres. Pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas comment régler les échelles sur un graphique, il suffit simplement de cliquer sur une des courbes et d'ajouter un axe secondaire. Nous avons vu tout à l'heure qu'il est traditionnellement admis que les marchés boursiers réagissent de manière positive lorsque la Réserve fédérale abaisse ses taux d'intérêt, dû au fait que les coûts d'emprunt sont moins élevés pour les entreprises, stimulant les investissements, la croissance économique et les bénéfices des sociétés. Inversement, lorsque la Fed augmente les taux d'intérêt, cela peut être perçu comme un frein à l'expansion économique. Il devient plus coûteux pour les entreprises d'emprunter pour investir ou développer leur activité. Et cela peut entraîner une diminution des marges bénéficiaires et des bénéfices et peser sur les cours. Ainsi, ce raisonnement laisse à penser que les courbes seraient inversement corrélées. Si on regarde nos deux courbes, en bleu, le S&P 500 et en orange, les taux, nous voyons une tendance long terme se dégager. La baisse des taux de la Fed a généralement correspondu avec une hausse du prix des actions. Mais pas toujours. On voit que cette relation n'est pas aussi simple et linéaire. Parfois, nous observons des périodes où les taux d'intérêt augmentent, tandis que les marchés boursiers continuent de progresser, ou vice-versa. Cela peut être lié à des facteurs variés comme les facteurs d'anticipation, le contexte économique, des décisions politiques ou encore des événements géopolitiques. Cet exemple très simple
illustre une utilisation des données. Les historiques des cours boursiers sont des mines d'or d'informations pour les investisseurs et les analystes financiers. Il existe une multitude de possibilités d'analyse, de prévision et de modélisation. Elles sont exploitées avec des outils spécialisés comme des logiciels d'analyse de données statistiques et de modèles économétriques. eViews est un de ces logiciels. Il est simple à manipuler, mais son utilisation est payante. Toutefois, il existe une version light, gratuite, que vous pouvez utiliser. Si vous souhaitez une vidéo détaillant comment l'obtenir, écrivez-le moi en commentaire. Ce genre de logiciel permet de manipuler des données et offre un accès rapide à une large gamme d'outils statistiques, d'analyse économétrique et de prévision, comme analyser la variance et la covariance, les corrélations, estimer des modèles de régression linéaire ou encore tester des hypothèses. Mais aussi réaliser des choses beaucoup plus simples d'accès, comme par exemple créer des graphiques et des tableaux. Ainsi, si nous importons notre fichier dans ce logiciel, nous pouvons très simplement visualiser nos données. Sur plusieurs graphiques, ou sur le même, pour pouvoir les comparer. Nous avons aussi accès à des statistiques sur nos données. Brièvement, nous retrouvons notre total de données de notre échantillon, les maximums et les minimums. Le logiciel calcule entre autres la moyenne arithmétique et la médiane, c'est-à-dire la valeur qui se trouve au milieu si nous avions trié nos données par ordre croissant, que ce soit pour les cotations ou pour les taux. L'écart type, qui mesure la dispersion, nous l'avons déjà étudié dans la vidéo d'introduction à l'analyse quantitative, ou encore l'asymétrie qui mesure ce qu'on appelle la dissymétrie de la distribution. Pour ceux qui connaissent, cela indique si une queue de distribution est plus longue du côté droit ou gauche de la moyenne. En clair, cela sert à vérifier s'il existe des comportements inhabituels dans les marchés, à la fois pour mieux gérer le risque, mais aussi dans le cadre de stratégies d'options ou de couverture. Et pour ce qui nous intéresse dans notre exemple actuel sur la relation entre les taux Fed et le prix des actions du S&P 500, le logiciel permet de calculer facilement le coefficient de corrélation. Alors qu'est-ce qu'un coefficient de corrélation? C'est une mesure statistique qui permet de quantifier la relation entre deux variables. On l'utilise pour comprendre comment deux séries de données évoluent ensemble. Ici, les prix du S&P 500 et les taux d'intérêt de la Fed. Imaginez que vous vouliez étudier la relation entre, par exemple, la taille des élèves et le résultat aux examens. Vous remarquez que les élèves plus grands ont tendance à avoir de meilleures notes. Mais est-ce toujours vrai? Existe-t-il une relation entre la taille et les notes? Eh bien, c'est là que le coefficient de corrélation intervient. Concrètement, c'est un nombre. Il varie entre -1 et 1. Si ce coefficient est positif, il y a une relation de corrélation positive entre nos deux variables. Augmenter une variable tend à augmenter l'autre. Sa valeur maximale est de 1. Un coefficient de corrélation de 1 indique une corrélation positive parfaite. C'est-à-dire que lorsque la valeur d'une variable augmente, la valeur de l'autre variable augmente également de manière parfaitement proportionnelle. Dans notre exemple, cela signifierait que le prix des actions et les taux évolueraient exactement dans le même sens. A l'inverse, si la corrélation est négative, alors les deux variables évoluent en sens opposé. Et entre -1 et 1, quel est le milieu? Eh bien, vous l'avez deviné, c'est 0. Un coefficient de corrélation de 0 indique tout simplement l'absence de corrélation. Il n'y a pas de relation linéaire claire entre les deux variables. Chacune évolue comme elle veut, indépendamment de l'autre. Regardons nos données. Vous voyez que si nous croisons taux Fed et taux Fed, ou S&P et S&P, nous avons un coefficient de corrélation de 1. Et c'est logique, puisqu'il s'agit des mêmes données. 1 est donc une corrélation parfaite,
comme nous venons de l'expliquer. Maintenant, regardons le coefficient de corrélation entre le S&P 500 et les taux de la Fed. Il a une valeur négative de moins 0,54. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'historiquement, sur une période de 1982 à 2024, ces deux variables ont bien une relation entre elles. Elle est modérément négative, puisque moins 0,54 se situe juste au milieu, entre moins 1 et 0. Cette corrélation confirme bien l'hypothèse selon laquelle une augmentation des taux de la Fed est généralement accompagnée d'une baisse du S&P 500. Et inversement, une diminution des taux de la Fed est associée à une hausse du S&P 500. Cependant, cette relation n'est pas extrêmement forte. Cela signifie que ce n'est pas toujours le cas. D'autres facteurs influencent les mouvements du S&P 500 indépendamment des taux de la Fed. Au-delà de ces brèves conclusions, l'objectif principal de cet exemple était de vous montrer comment accéder à des outils statistiques plus élaborés. Nous avons appris à récupérer des données en téléchargeant des cours boursiers et des statistiques, que ce soit depuis des sites généralistes ou des sites officiels, à savoir comment les réorganiser dans Excel et à les étudier grâce à des logiciels d'analyse statistique et de modèles économétriques. À travers un exemple concret, nous avons découvert un éventail de techniques et d'astuces que vous pouvez utiliser pour vos propres analyses. Cet exemple est juste un point de départ. Il existe de nombreuses autres façons d'utiliser ces outils pour analyser les données. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous vous sentez désormais plus confiant dans votre capacité à accéder au monde financier. N'oubliez pas que les ressources de Yahoo Finance, Investing ou d'autres plateformes sont là pour vous aider à mieux comprendre les marchés et à affiner vos stratégies d'investissement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Continuez à explorer et à apprendre et à développer vos compétences en suivant notre chaîne. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé entrer dans le monde passionnant de la finance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez aimé, vous pouvez retrouver plus de contenu gratuit en vous abonnant à notre chaîne. Encouragez-nous à vous fournir un contenu de qualité. Notre fourmi financière vous communiquera nos futures vidéos. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour plus de connaissances et de plaisir.